Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en direct comme chaque dimanche sur Canal Algérie pour parler football. Dans votre émission, c'est l'heure du foot et au sommaire de ce 35e et dernier numéro de la saison, on reviendra sur l'Assemblée Générale ordinaire qui s'est tenue jeudi dernier avec les bilans moraux et financiers de la Fédération Algérienne de Football adoptés à la quasi-unanimité. Mais aussi l'installation de la commission de candidature, puisque vous le savez, il y aura un nouveau président de fédération le 7, qui sera élu le 7 juillet prochain. On parlera de la Ligue 1, évidemment, avec le dénouement, il y a une semaine de cela, de cet exercice 2021-2022. On reviendra sur cette saison avec un bilan général sur ce championnat. On parlera de l'équipe nationale, le bilan là aussi du stage du mois de juin, et on finira par on va vous proposer un document exclusif sur Belloumi au moment où il avait reçu son ballon d'or africain en 1981. Et pour parler de tous ces thèmes et sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Toufeq Orechi, le directeur technique national par intérim. Toufeq, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre favorablement à notre invitation malgré un emploi du temps assez chargé. Tout à fait, il n'y a pas de souci, surtout que je me retrouve maintenant avec deux anciens amis. Abdelnour, c'est un gars de mon quartier, et puis Ahmed, on a travaillé ensemble et on était ensemble à l'Isma. Il était joueur et moi j'étais entraîneur. Ahmed, justement, Ahmed Laribé qui est avec nous aujourd'hui. Ahmed, bonsoir. Bonsoir Saïd, merci à vous. Et puis comme toujours, très heureux de vous retrouver l'émission. Très très bien, de l'autre côté de la table. Notre titulaire incontesté, l'inamovible. Pas encore capitaine d'équipe. On hésite. Abdelnour Kawa, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir Toufeq. C'est toujours un plaisir de partager l'émission avec toi. Et bonsoir Ahmed, et surtout bonsoir nos amis téléspectateurs. Et encore une fois, malheureusement, on commence cette émission avec une terrible nouvelle survenue ce matin. Et on en parlait tout à l'heure avec Abdelnour, quasiment depuis... 2 ans maintenant, 9 émissions sur 10, on commence nos émissions malheureusement avec de terribles nouvelles et cette dernière nouvelle, donc vous le savez très bien, avec le décès survenu ce matin de notre collègue journaliste à l'image, Rabbi Yarhama, Sabrina Khalifi, épouse Tripèche, qui nous a quittés, donc je disais ce matin, à la suite d'une crise cardiaque. Elle avait 37 ans, paix à son âme, à Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons. Ça a été une nouvelle terrible ce matin. On a une forte pensée pour toute sa famille, ses enfants, une terrible nouvelle, on le disait, toute Canal Algérie, en tout cas tous les employés de Canal Algérie sont sous le choc. Une triste nouvelle, et Abdelnour, on en parlait tout à l'heure avec malheureusement chaque semaine on a des personnes qui nous sont chères qui nous quittent. C'est exact, d'ailleurs dans le monde du football il y a eu beaucoup de disparitions. Et même les journalistes, aussi bizarre également, que cela puisse paraître. Aujourd'hui, le dernier cas c'est aujourd'hui avec cette disparition tragique. Allah yarhamha, et surtout à ses proches et à sa famille, sincères condoléances, et que Dieu leur vienne en aide. Et évidemment, toutes nos condoléances une nouvelle fois à sa famille et surtout à notre collègue Nabil Tripèche, son mari. On a une forte pensée pour lui. Et sans transition, on passe donc au football action avec on commence avec l'AG ordinaire donc de la Fédération algérienne de football qui s'est tenue jeudi passé avec l'adoption, je le disais, des 2 bilans moral et financier. Ce n'était pas gagné avant la tenue de cet AG. On vous laisse suivre le sujet réalisé par Riyad Belkhadimi. Les membres de l'Assemblée Générale de la Fédération Algérienne de Football se sont réunis jeudi dernier à l'école d'hôtellerie et de restauration de Ain Benyen en session ordinaire et ont validé la démission du président Sharafdine Amara ainsi que ses bilans. Le quorum a été largement atteint avec la présence de 85 membres sur un total de 97 composant cet AG de la Fédération Algérienne de Football. Il y a eu tout de même des mécontents qui n'ont pas eu droit à accéder à la salle de l'AG puisque les représentants des clubs de Ligue 2 amateurs ont contesté leur exclusion des travaux de l'AGO. Selon la Fédération algérienne de football, les pensionnaires de Ligue 2 n'ont pas le droit d'assister à l'AG en raison de leur statut d'amateur. Quant au président de la Saoura,
il n'a pu franchir la porte de la salle de vote en raison de sa suspension. Puisqu'au terme de l'adoption à l'unanimité des bilans moraux et financiers de l'exercice 2021, le président Sharaf-ed-Din a officiellement annoncé sa démission, au même titre que ses 6 membres de son bureau fédéral. Les membres de l'Assemblée générale ont validé la démission de Sharaf-ed-Din. Ce dernier ne sera resté finalement que 14 mois à la tête de l'instance fédérale. L'Assemblée générale élective aura donc lieu jeudi 7 juillet. Le président de la Ligue nationale de football, Ali Malek, a été désigné à la tête de cette commission de candidature. On va revenir sur cette Assemblée générale ordinaire. Vous étiez présent, Toufiq Qureshi. Parlez-nous un petit peu de l'ambiance qui régnait durant cette Assemblée générale. On a vu les vidéos qui ont circulé notamment sur les réseaux sociaux. Comment expliquer cette animosité au sein de l'Assemblée générale et d'année en année, ou plutôt d'assemblée à une autre, on sent ce malaise au sein des membres de l'AG? Moi, je pense que depuis le temps que je suis dans le monde du football et surtout le nombre d'années que j'ai passé à la fédération, on a toujours assisté à des assemblées générales ordinaires. Je la considère comme ordinaire parce qu'il y a eu toujours des petits accrochages et des petits règlements de compte entre certaines personnes. Mais ça se limite à ça. Ils n'ont pas dépassé les limites de la correction. Quelques accrochages, mais ça a été toujours tout le temps comme ça. Moi, j'ai assis à un certain moment, c'était à Sidi Moussa. Je me souviens à la dernière AG, donc... Est-ce que c'est normal, selon vous? C'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout, mais malheureusement, c'est une occasion aussi de s'exprimer, de dire ce qu'on a dans le ventre à certaines personnes. Peut-être que... Justement, vous étiez présent à l'intérieur. Évidemment, les caméras ont été mises dehors à un moment donné lors de la tenue de cet AG. Parlez-nous un petit peu, donnez-nous quelques scoops sur ce qui s'est passé à l'intérieur. Ça parlait de quoi, mis à part le fait de présenter les bilans? Ça parlait des points qui ont été inscrits à l'ordre du jour. Ces points ont été respectés. Il y a eu le secrétaire général qui a géré le déroulement de cette assemblée générale. Et puis c'est vrai qu'il y avait des mécontents, il y avait des gens qui voulaient intervenir. À part ça, il n'y a pas eu quelque chose de tellement grave, à l'exception de ce qui s'est passé avant et après l'Assemblée générale. Mais l'essentiel que l'Assemblée générale s'est déroulée dans des conditions acceptables, je peux dire, en termes d'organisation, je pense que l'organisation a été parfaite. Mais on ne peut pas maîtriser le comportement des uns et des autres. Abdelnour, justement, cette Assemblée générale, on parlait un petit peu, à un moment donné, en tout cas à l'approche de cette Assemblée générale, d'un possible rejet, notamment du bilan financier. On parlait, certains diront que le bilan financier est quelque peu catastrophique avec les 130 milliards de déficit. Alors que le président sortant, Sharaf-ed-Din Amara, lui, dit que le bilan reste positif, sachant qu'avec le manque de rentrée d'argent et le manque de sponsors notamment, c'était quasiment inévitable de ne pas dépenser autant d'argent avec les échéances qu'il y avait durant l'année passée. Vous savez, avant toute chose, pour reprendre un peu ce que vient de dire notre ami Toufiq, pour moi, c'est un véritable vaudeville qui s'est passé dans cette assemblée. Peut-être que de par sa situation en tant que directeur technique, il est peut-être tenu de... Mais moi, je pense que c'est un peu à l'image du football algérien. Quand on se retrouve dans une assemblée générale où il y a des règlements de compte personnels, c'est honteux pour moi. Face aux caméras aussi, on ne donne pas la meilleure image du football. Absolument. Maintenant, pour parler un peu du bilan financier, j'ai assisté moi également, de par le passé, à pas mal d'assemblées générales quand j'étais au Mouloudia et en équipe nationale. Je n'ai jamais vu, depuis pratiquement l'indépendance, un bilan moral ou financier qui a été rejeté. C'est ça. Donc il y a eu une adoption pratiquement de tous les bilans. Mais effectivement, il faut quand même un peu tirer peut-être la sonnette d'alarme au niveau de la fédération. Il ne faut pas oublier que lors du dernier mandat du président Laourawa, je crois que les caisses étaient bien remplies. Malheureusement, aujourd'hui, en 2022, quand on se retrouve face à des problèmes financiers au niveau de la fédération, ça devient inquiétant.
Très très bien. On va écouter Abdelkarim Sarrar avant de revenir vers vous, Ahmed Laharibi. Abdelkarim Sarrar qui nous parle justement de cette assemblée générale. On l'écoute. Toujours est-il, c'est maintenant le début. Quels sont les gens? Quelle est l'équipe qui va diriger le football national et notamment la période de transition? Et ça va se répercuter beaucoup plus sur certains clubs, sans parler de l'équipe nationale. Heureusement que je pourrais dire que l'équipe nationale a une autonomie de gestion sur le plan technique. Il y a un entraîneur et un staff qui gèrent les affaires courantes de son équipe. Mais mettre les moyens nécessaires, moi je souhaitais désigner quelqu'un, pas de directeur, nous sommes tous contre le directeur, désigner une personne sur le plan administratif pour pouvoir répondre aux doléances de notre équipe nationale, quand bien même le match prochain sera le mois de septembre. Mais toujours est-il, l'équipe nationale doit préparer ses matchs 2 mois à l'avance sur pas mal de trucs. Donc il va y avoir un vide, mais je souhaite que la prochaine Assemblée générale élective, je ne parle pas du président lui-même, qui va être le président de la fédération, mais l'équipe qui va diriger. Parce que dans le monde et dans les pays développés, et les gens qui se respectent, on parle d'équipe, on ne parle pas de président. Le président n'est qu'un portefeuille, il a un poste, mais le travail se fait par les membres du bureau fédéral. Ce n'est pas le cas. Pendant des années et des années, les membres sont là pour prendre un poste. Je suis membre du bureau fédéral. On vient d'écouter Abdelkarim Sarrar, Ahmed Laharibi, justement sur la tenue de cette AG ordinaire. On rappelle qu'il y a eu l'installation de la commission de candidature, donc présidée par Ali Malek, et on va attendre en tout cas de connaître les futurs les postulants en tout cas pour ce poste de président de Fédération algérienne de football. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet AG? Moi, j'ai regardé cet AG comme tout citoyen algérien d'abord. Et puis, ce que j'ai envie de dire, c'est que le bilan moral et financier, les 2 bilans ont été adoptés, donc on ne peut rien dire. Moi, jusqu'à présent, tout à l'heure, Abdel a parlé qu'on n'a jamais vu un bilan moral et financier rejeté. Moi, je pose la question, qu'est-ce qu'il y a de faire pour que les 2 bilans soient rejetés? Maintenant, en parlant de cette assemblée, ça a été accepté. Le président sortant, M. Chefdel Amara, il dit que je pars avec la conscience tranquille. J'ai mis tous les moyens au niveau de toutes les sélections. Ça, c'est bien. Donc, on lui souhaite bon courage. Mais moi, personnellement, je suis un peu déçu par le comportement de certaines personnalités qui ont géré le football algérien. C'est beaucoup plus d'écœurel personnel. Tout à l'heure, Tawfiq ne voulait pas se prononcer parce qu'il sait de quoi il parle. Mais moi, sincèrement, je peux dire que c'est une honte de voir des gens pareils à la tête de notre football. Parce que quand on a des querelles personnelles, c'est en dehors du travail, pas dans le travail. Il ne faut pas profiter de la présence des caméras pour faire le show, en tout cas. C'est ce qui veut dire c'est que... inadmissible, sachant que ces images-là vont malheureusement être véhiculées, feront le tour de la toile, et ce n'est jamais une bonne publicité pour le football algérien. Oui, moi j'ai envie de dire que ces personnes dont j'en parle, c'est vrai qu'il y a eu quelques querelles personnelles, mais j'ai envie que ces querelles soient orientées vers le football algérien. Le développement du football. Voilà, pour que le football algérien sorte de ce marasme. Et j'espère que les jours à venir seront meilleurs, Inch'Allah. Et sur surprise, donc, on connaîtra celui qui succédera à Chefdel Amara le 7 juillet prochain lors de la tenue de l'Assemblée générale élective. Pour l'instant, le seul qui dit se présenter de manière officielle et publique, on l'a écouté, c'était Ammar Behloul, donc l'ancien membre du bureau fédéral. Pour les autres, on attendra de voir au cours des prochains jours. Et sans plus tarder, on passe à la Ligue 1 après ce jingle. Et donc, je le disais, la Liga, c'est fini. C'en est fini pour la Liga. C'était déjà la semaine dernière. Il y a eu, au cours de cette semaine passée, la tenue de 2 rencontres de mise à jour, et notamment le premier qui mettait aux prises l'entente de Sétif au net du UCND. On va voir les images dans quelques instants. Et victoire écrasante de l'entente de Sétif devant le net. Le net
quasiment en vacances déjà depuis plusieurs semaines, et qui prend une raclée à domicile face à cette équipe sétifienne. Et il y a eu aussi vendredi un autre match disputé sur cette même enceinte de Sétif, à savoir l'entente face à l'USM Alger. Là aussi, victoire des Sétifiens. Sur ce premier match, Abdelnor, on voit les images pour ceux qui n'ont pas pu voir les buts. Victoire assez logique de l'entente ce jour-là. Bien sûr, mais de toute façon, il n'y avait plus rien à espérer, puisque Sétif, même en ayant gagné les deux matchs, ne pouvait pas aspirer à une place africaine. Maintenant, quant à l'USMA, je crois que l'USMA avait déjà garanti sa qualification en Coupe de la CAF. Maintenant, bon, le NAD, on sait très bien que le NAD est déjà en vacances depuis quelques semaines déjà. Donc moi, ce qui est désolant pour moi, c'est un peu le parcours de Sétif, parce que Sétif aurait pu aspirer à un meilleur classement et être parmi le groupe qui auraient participé en Coupe africaine. Justement, l'entente de Sétif qui termine le championnat à la 6e place ex aequo avec le Parado Athletic Club. Ahmed Laribi, on peut parler d'une saison, je ne sais pas si on peut utiliser le terme raté, avec notamment la demi-finale de la Ligue des Champions qu'a atteint le club justement, et cette élimination aux dépens du Al et du Caire. Comment va-t-on analyser cette saison de l'entente? Je pense que pour cette saison, l'entente, je dirais que est passée un petit peu à côté de la plaque, parce que moi personnellement, je m'attendais à ce que les matchs de retard qu'elle avait, elle allait carburer. Ça n'a pas été le cas. Donc la machine a mal tourné. Et puis, je pense qu'il n'y a pas que l'entente Sétif, il y a aussi peut-être que je sors un peu du cadre, il y a aussi la position du Moulia d'Alger. Non, on va en parler sur les autres clubs, on aura un sujet bilan. Moi, je voudrais rester sur l'entente, puisque ça reste paradoxal, en tout cas un parcours honorable en Ligue des Champions africaine, mais une saison complètement ratée en championnat. On va voir dans quelques instants là aussi le match face à l'USM Alger, ce match qui a opposé l'entente à l'USMA. Donc un petit mot sur l'entente. Oui, je disais que l'entente Sétif a trébuché un petit peu, parce qu'à un moment donné, on avait pensé qu'elle allait ramener beaucoup de points. Ils ne l'ont pas fait, ce qui fait qu'ils sont mis un petit peu dans la difficulté dans ce championnat. Et puis, ils ont joué contre des équipes qui avaient, si vous voulez, le vent en poupe. Et puis, le dernier match qu'ils ont joué contre, je ne parle pas du SMAC, le NAD était déjà relégable. Et puis jouer des matchs pareils, c'est pas facile. Notamment après la fin de la saison. Ouais, c'est un petit peu bizarre de jouer un match après. Je vais vous dire, ça aide en tant que joueur, c'est des matchs avec une certaine corvée. C'est ça. Tout va justement sur l'entente. On va rester focus sur l'entente, et notamment ce dernier match. On va voir les buts dans quelques instants, et cette victoire de l'entente face à l'USMA. L'USMA, évidemment, amoindri. Et notamment, ce match s'est déroulé dans une ambiance très très morose. Avec, il y a une semaine de cela, on avait perdu là aussi Bilal Belhamouda, le joueur de l'USMA. L'entente de Sétif, qui réalise quand même un parcours honorable, je le disais, en Ligue des Champions, mais en championnat, pas mal de faux pas, et notamment à l'extérieur. Bon, avant de répondre à votre question, je peux dire que Sétif, elle a joué quelque part une place de la Coupe arabe. Il ne faut pas oublier, il y a deux équipes qui vont participer à la Coupe arabe. C'est pas aussi... si on prend le goal average, en tout cas, l'entente est 7e. Et logiquement, ne devrait pas participer à cette Coupe arabe si jamais elle est maintenue. Je veux dire qu'ils ont raté peut-être une chance de jouer la Coupe arabe. C'est ça. Donc c'est pour cette raison qu'ils ont joué, qu'ils ont gagné les deux matchs, et ça n'a pas été suffisant pour être, je ne sais pas, le goal average avec le Parado. Je ne sais pas ce que c'est le vrai sixième, c'est le Parado ou l'entente. Ça, c'est le goal average qui va le définir. Mais je pense que Sétif, il ne faut pas oublier que Sétif a connu des problèmes financiers très importants. Et pour faire la différence entre le comportement et la production ou bien la performance de cette équipe dans notre championnat et au niveau de la Champions League, c'est deux contextes différents. Et je pense que Ahmed et Abdelnor... C'est un problème de motivation selon vous? Oui, mais non, en Champions League, la motivation, elle est d'elle-même. Tu joues une Champions League, donc les joueurs sont plus motivés. Mais au niveau du championnat, c'est un peu la routine. Donc si tu rates un match, tu peux le rattraper le prochain match, le troisième match, et ainsi de suite. Mais en Champions League,
tu es condamné à être prêt sur tous les plans, sur chaque match. Et c'est pour ça qu'on a constaté, si on fait la différence entre les performances de Sétif en Champions League et en championnat d'Algérie, il y a une grande différence en termes de production et de performance. Et avant justement de revenir plus en détail sur ce championnat, on vous propose de suivre le sujet bilan qu'a réalisé pour nous notre ami Fatah Abada, qui revient avec les chiffres et justement les statistiques sur cet exercice 2021-2022. L'exercice footballistique 2021-2022 vient de baisser rideau. C'est donc l'heure du bilan de la saison. Que faut-il retenir de cet exercice? Sûrement que certains exultent, d'autres pleurent. Mais malheureusement, la saison s'est terminée avec une note de tristesse pour tout le pays, avec la perte tragique de feu Bilal Ben Hamouda rahimahullah. Pour revenir au bilan technique, l'exploit vient du champion de CR Belouizdad, qui vient de réaliser une première en Algérie, en gardant son titre pour la 3e fois consécutive. Fruit de la stabilité, diront certains. Oui, certainement, mais pas que. Mais ce volet, on le laissera aux spécialistes qui pourront mieux l'analyser. En décryptant les données du tableau final, on voit que le club du Grand Sud, la sympathique équipe de la GS Saoura, qui, cela dit au passage, figure constamment sur le podium ces dernières années, cette année encore, elle est sur la 3e marche. Et est, s'il vous plaît, la meilleure attaque du championnat avec 59 réalisations. Une performance à saluer, tant on connaît les difficultés, surtout en déplacement que connaît le club phare de Béchar. Les Canaries de la GS Kabylie, dauphins du CRB, finissent quant à eux meilleure défense. Ils auraient même pu prétendre à mieux de l'avis des amoureux. N'étaient-ce les zones de turbulence par lesquelles le club de Djurdjura est passé, ce qui a engendré beaucoup de contre-performances, notamment à domicile. L'USM Alger, après un début de saison catastrophique, est revenu en force dans la 2e moitié du championnat. Les Rouges et Noirs décrochent même une 4e place, synonyme d'une participation africaine la saison prochaine. Retenir donc que le CR Belouizdad et la GS Kabylie disputeront la prestigieuse Champions League africaine la saison prochaine, alors que la GS Saoura et l'USM Alger joueront la Coupe de la CAF. Certaines équipes peuvent se mordre les doigts, tant il y avait de la place pour jouer les premiers rôles cette saison, à l'image de l'Entente de Sétif, du Parado Athletic Club, du CS Constantine et surtout du Mouloudia d'Alger, qui a longtemps occupé le haut du tableau. Mais le relâchement des dernières semaines lui a coûté sa place sur le podium, même si les protégés du coach tunisien Khaled Ben Yahia peuvent se consoler de compter parmi eux le meilleur buteur du championnat cette saison, Sami Frioui, le centre-avant des Rouges et Verts, avec 17 réalisations. Le CS Constantine et le PAC disputeront donc la Coupe arabe. Dans le bas du tableau, l'Olympique de Médéa, le Nahdu Sendai, le RC Rolizane et le Wat Tlemcen payent malheureusement le prix fort en rétrogradant en division inférieure. Instabilité technico-administrative pour les uns, lutte intestine pour les autres, toujours est-il que les responsables et les amoureux de ces 4 formations doivent se remobiliser rapidement pour éviter d'autres déboires à l'avenir.
Pour le reste, il faut quand même signaler l'excellente performance des promus de la saison dernière, le Hilal Shalom L'Aïd et le RC Erba, qui se sont crânement battus et qui ont su se maintenir en D1. Fait assez rare ces dernières années et qui méritait d'être signalé. Et justement, merci à Fatah Abada pour toutes ces statistiques et ces détails concernant ce championnat de Ligue 1 2021-2022. Et je commencerai avec vous, Tofek Qureshi, le CRB Belouizdad qui conserve son trophée pour la 3e fois, en tout cas qui rentre quasiment dans l'histoire du football national avec ce 3e titre de suite et le 9e dans son histoire. Vous étiez au Shabab durant plusieurs mois et vous avez un petit peu, à votre époque en tout cas, vous étiez aussi l'un des artisans de ce renouveau du Shabab, si on peut utiliser le terme. Est-ce que vous êtes surpris par cet élan en tout cas du Shabab depuis 3 saisons maintenant? Non, pas du tout. J'étais surpris peut-être à mon arrivée au CRB parce que l'équipe à un certain moment jouait les derniers rôles et ils ont pratiquement... Ils étaient à 2 doigts de descendre en Ligue 2. À 2 doigts de la relégation. Donc, et juste après, ils ont gagné la Coupe d'Algérie. La même saison, c'était un titre de champion. Deuxième année, c'est le titre de champion. Et cette année, c'est le 3e. Donc, moi, j'ai passé plus de 14 mois au CRB, de janvier 2020 jusqu'à pratiquement mars 2021. Donc, je pense que c'est un peu le fruit de la stabilité. Si on fait une petite analyse sur des statistiques en termes d'effectifs du gardien... Quand on parle, pardon, je vous coupe, vous parlez de stabilité, mais chaque saison, il y a un nouveau coach. Il y a un nouveau directeur sportif, des joueurs, certes, il y a une certaine stabilité. Mais la stabilité, elle est beaucoup plus dans l'effectif et dans les gestionnaires. Quand on dit les gestionnaires, donc c'est les mêmes moyens depuis l'arrivée de Madar. Le groupe. Donc Madar, le groupe Madar a joué un rôle très important. Et puis en termes d'effectifs, si on fait une petite analyse, du gardien de but jusqu'au milieu de terrain, c'est des joueurs qui sont en train de jouer ensemble depuis 3 ans. Donc si on prend les gardiens de but, le compartiment défensif et les milieux de terrain, pratiquement 3 à 4 joueurs de milieu de terrain. D'ailleurs, les nouvelles recrues n'ont pas pu s'imposer, notamment au milieu, ni même en défense. D'une part, et le problème qui se posait depuis un bon bout de temps au CRB, c'était le compartiment offensif. On n'arrive pas à trouver des joueurs qui s'imposent. À un certain moment, il y avait Sayoud qui sauvait un peu la face sur le plan offensif, mais depuis le départ de Sayoud, l'équipe a trouvé énormément de difficultés sur le plan offensif. Mais je dirais que le CRB récolte le fruit de sa stabilité en termes d'effectifs et aussi en termes de gestion d'une manière générale. Il faudra penser désormais à la Ligue des champions africaine. Quand on revend, on en parlait d'ailleurs même la semaine dernière, on avait avec nous le président Ben Hadj. Il y a une part de regret ou d'amertume, notamment après cette élimination au bout des quarts de finale face au Wydad de Casablanca. Il n'y avait pas une différence énorme de niveau entre le CRB et le Wydad et au match retour à Casablanca. Ça manquait de rien pour voir le Shabab l'emporter. Mais à ce niveau de compétition, c'est les détails qui font la différence. Et l'inexpérience de certains joueurs sur le plan offensif n'a pas pu créer ce petit détail. Notamment les regrets du match aller. Tout à fait, surtout. C'est la même chose avec un certain moment avec le Taraji de Tunis. Ici, et même le match de Tunis. Donc, je pense que c'est le manque d'expérience de certains joueurs sur le plan offensif a fait défaut au Shabab de Belouizdad de passer au-delà des quarts de finale. Et une autre personne qui connaît encore mieux le CRB qui est à vos côtés, Tofek Qureshi, et je parle d'Ahmed Laribi, ancien joueur du Shabab. Vous avez commenté pas mal de matchs du Shabab cette saison. Là aussi, on avait critiqué le jeu du Shabab en début de saison avec un jeu assez défensif, avec un Paqueda un peu frileux, mais au fil des matchs et au fil de la saison, on a vu un Shabab qui retrouvait son efficacité vers la fin de la saison. Et c'est tout logiquement que le Shabab termine le championnat à la première place. Ah oui,
Tofik a parlé de stabilité, il n'y a pas que l'aspect technique dans l'encadrement, il y a aussi on n'en parle pas beaucoup dans nos clubs, et puis il y a aussi le staff administratif. On existe toujours qu'il faut de la compétence, donc on n'a pas un staff administratif compétent, on peut passer à côté. Pour le CRB, rapidement, Saïd, c'est qu'ils ont réussi à ramener un 3e titre, pour moi c'est exceptionnel, le 9e dans l'histoire. Et puis, en parlant de Paqueta, je pense que Paqueta a compris qu'il n'a pas assez d'attaquants redoutables. C'est pour toutes ces raisons, parce que j'ai commenté plusieurs fois le CRB, il s'est appuyé beaucoup plus sur des milieux de terrain que sur des attaquants. En parlant d'envergure de joueurs offensifs, vous savez, les attaquants ne courent pas la rue actuellement. Et puis, je pense que Paqueta a trouvé la sauce, c'est-à-dire qu'il s'est appuyé, au risque de me répéter, il s'est appuyé sur des milieux de terrain. Et puis quand vous avez 4 attaquants, Dadash, Merzougui, Haribi et Khalfallah, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas aller très loin en Champions League, parce que c'est vrai qu'ils savent jouer dans le championnat algérien. Karim Haribi quand même qui recrutait de Nîmes Olympique avec une expérience assez importante au niveau de l'Étoile du Sahel. On attendait certainement mieux moi, je parle de la Champions League. Pour pouvoir aller très loin ou remporter cette Champions League, Inch'Allah, CRB en tant que club algérien, il faut avoir des joueurs d'envergure et redoutables sur le plan offensif. Très bien. On parle de la GSK à présent. GSK qui termine à la 2e place. Et c'était pas gagné au vu du début de saison avec tous les problèmes rencontrés par le club des Canaries, justement. On peut dire que c'est une saison satisfaisante pour la GSK après tout ce qui s'est passé. Bien sûr, qui termine meilleure défense. On en a souvent parlé dans nos émissions précédentes. C'est vrai que la GSK au départ, avec tous les problèmes qu'ils avaient cumulés depuis la saison passée déjà, changement de président, il y a eu l'entraîneur qui est arrivé, et au départ il était plus ou moins critiqué. Il y a aussi le changement d'entraîneur, puisque c'était Henri Stambouli qui avait débuté. Il n'est pas resté. Mais c'est lui qui avait, en tout cas, été là à la préparation. Bon, puis, ensuite, il y a eu... on ne s'attendait pas du tout à ce parcours, finalement, parce que la GSK avait pataugé en début de championnat, et là, ils font une phase retour extraordinaire. Personne ne devait s'attendre à ce que la GSK puisse terminer 2e. Ils auraient peut-être pu être 4e, 5e, mais là, ils ont fait un parcours exceptionnel, surtout dans la phase retour, et ce qui leur a permis d'abord, le seul problème qu'on peut soulever au niveau de la GSK, c'est un peu leur match à domicile. Si jamais ils avaient réussi à faire le plein à domicile, ils auraient pu concurrencer le CRB jusqu'à l'ultime journée de Liga. La GS Saoura, Tofik Qureshi, une équipe assez stable et assez régulière, notamment pour ses performances, qui termine quasiment chaque saison maintenant au moins à la 3e place. Et ce n'est plus une surprise pour l'équipe du sud algérien. Tofik, un mot sur la Saoura, qui termine meilleur buteur avec la meilleure attaque du championnat cette saison. Non, sincèrement, je ne suis pas surpris par les performances de la GS Saoura. Aussi, je le répète encore une fois, c'est le fruit de la stabilité. Quand on est stable sur tous les plans, surtout en termes de vision, donc on récolte vraiment le fruit de cette stabilité, le fruit de tout l'effort de toute une équipe. Donc moi je suis surpris beaucoup plus par la GSK et l'USMA d'Alger. Ces deux équipes, personne n'aurait misé sur ces deux équipes pour se classer dans ce classement ou bien dans la réalisation de ces résultats. Mais pour la Saoura, ça y est, c'est des habitués du championnat. Ils jouent les premiers rôles depuis un bon bout de temps. Bravo pour cette équipe. Et aussi chapeau pour moi, pour la GSK et l'USMA, qui ont vraiment surpris tout le monde en termes de résultats. Et en fin de compte, c'est deux équipes qui vont participer à des coupes africaines. Très bien, justement. Je voulais juste ajouter quelque chose concernant la Saoura. Vous savez, on dit que le déplacement à Saoura est difficile. Mais les équipes
ne font qu'un seul déplacement dans la saison. Saoura fait 17 déplacements en extérieur. Et surtout cette année, où ils étaient engagés en Coupe de la CAF. Avec les matchs domiciliaires au stade du Saint-Gilles. Absolument. Et il y a des moments où ils ne sont pas rentrés pendant pratiquement 2 mois à Béchar. Donc moi je leur dis, bon, on a parlé de stabilité, mais chapeau pour cette équipe-là, c'est pas évident. On va terminer justement ce quatuor de tête du classement avec l'USM Alger, avec Ahmed Laharibi, l'USMA, et le disait si bien Tawfiq Qureshi, on ne voyait pas l'USMA revenir et atteindre cette 4e place au vu des résultats. L'équipe restait en tout cas sur 9 matchs de suite sans victoire. Puis par la suite, elle a enchaîné les succès jusqu'à terminer à la 4e place. Et l'USMA et la Sawa représenteront l'Algérie en Coupe de la Confédération la saison prochaine. Jusqu'à décrocher une place africaine. Exact. Voilà. Donc un petit mot justement sur cette performance de voilà ce que l'on peut dire sur l'USM Alger, c'est qu'elle a eu, si vous voulez, 2 ou 3 parcours dans la saison. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui a changé d'entraîneur au début de saison. Elle a enrôlé 2 directeurs sportifs qui sont partis. Donc, quelque part, le club était un petit peu dans la turbulence. Pas mal de changements au niveau évict. Tout à fait, oui. Puis moi, il me semble que le tournoi du championnat pour l'USMA, ça a été beaucoup plus le match gagné contre le Mouloudia, le Grand Derby. Moi, il me semble que l'USM Alger s'est libéré, joueurs, entraîneurs, administration. Ils ont réalisé, je pense, 6 victoires consécutives, ce qui a changé complètement la donne du championnat. Et puis, bravo. Et l'USMA, en parlant de la GSK, contrairement à la GSK, l'USMA n'a pas perdu le moindre match à domicile. L'USMA quasiment intraitable au stade de Bolloré. Ah oui, tout à fait. C'est ce qui a fait que l'USM Alger s'est accroché. Et puis, moi, il me semble que c'est une place amplement méritée. Parce que quand on voit les joueurs de l'USM Alger, sur le plan individuel, ils sont vraiment merveilleux. Peut-être que la mayonnaise n'a pas pris à un moment donné, mais c'est ça le football. Mais je pense que l'USM Alger, avec un bon renforcement au niveau des 3 lignes, des 3 compartiments, c'est une équipe qui a son mot à dire pour la saison prochaine. Avec le CS Constantine, le Paradou qui termine respectivement 5e et 6e, une saison assez satisfaisante, même si du côté du CSC, on est un petit peu... on est resté sur leur fin, et effectivement, avec cette 5e place. Et à 2 points, ils ne pourront pas justement jouer, en tout cas l'Afrique, en attendant la confirmation de la tenue de la Coupe arabe. Mais pour l'instant, le CSC peut s'en mordre les doigts aussi. Bien sûr, le CSC au départ, je pense qu'ils avaient fixé comme objectif une place africaine. Hein. Donc, avec Hadjar qui avait pris les rênes en début de saison, malheureusement, il a dû quitter le CSC, remplacé par Madoui. Bon, les dirigeants avaient tout misé pour une place africaine. Malheureusement, les résultats n'ont pas suivi. Il y a eu quelques couacs en championnat, surtout à domicile à un moment donné. Bon, maintenant, le CSC, comme par hasard, quand on revoit un peu le classement de cette saison, mis à part la JSK, on retrouve pratiquement toutes des équipes qui sont gérées par des sociétés. Donc c'est assez significatif. Hein. Très très bien. On parle à présent de l'entente du CIF, on en a parlé. Le Mouloudia d'Alger, je vais rester avec vous, votre ancien club, le Mouloudia, chaque semaine. Hein, vous parlez de la situation. Chaque semaine et chaque année également. Exact. Hein. Le Mouloudia qui termine 8e. Est-ce qu'on peut parler... Ils n'ont qu'à vouloir qu'à eux-mêmes. Vous savez, le Mouloudia cette année avait choisi l'option de ramener des joueurs de 2e, 3e division pour essayer de mettre en place un groupe qui pourrait éventuellement à l'avenir être parmi les meilleures équipes algériennes. Il y a eu un président qui avait été nommé en début de saison, qui a été enlevé. Je ne comprends pas moi les raisons qui ont poussé les responsables à enlever Brahmia. Moi je pense qu'il avait fait quand même du bon travail, les résultats suivaient, et depuis le départ de Brahmia, il y a eu une cassure. Les joueurs ont été pratiquement livrés à eux-mêmes. Maintenant, le Mouloudia, chaque année, c'est pratiquement, c'est bis repetita chaque année. Hein. On se dit, bon, cette année, ça va être la bonne. Malheureusement, on pense déjà à la saison prochaine. Pareil pour le Mouloudia. La preuve, c'est qu'ils sont en train de recruter à tout azimut. Hein. Exact. Et pareil pour le Mouloudia d'Oran, c'est quasiment la même chose, le Mouloudia d'Alger. Non, c'est différent. Voilà, c'est différent. Le Mouloudia, par rapport à la saison, hein, je parle. Oui, mais attendez, le Mouloudia d'Alger est géré par la Sonatrach. Donc à aucun moment donné, depuis que la gestion de Sonatrach est au niveau du Mouloudia, n'ont souffert financièrement.
le MCO cette année, je suis désolé, mais c'est une catastrophe au niveau de la gestion financière des joueurs qui n'ont pas été payés. D'ailleurs, Amrani Abdelkader, pour moi, c'est un miracle que le MCO ait pu échapper à la relégation. Tant mieux pour les joueurs, tant mieux pour le club. Mais j'espère que la saison prochaine, le MCO sera stable et aura une assise financière assez conséquente. La seule chose positive du côté du Mouloudia d'Alger, c'est Frioui qui termine le championnat. Oui, mais en ayant marqué 5 buts contre Lizane qui était déjà en vacances. Bon, c'est vrai, bon, 17 buts. Si on ne va pas lui enlever le mérite. Non, c'est pas pour lui enlever le mérite. Mais à travers Frioui, on se dit, bon, si c'est le meilleur buteur, le Mouloudia va être. Mais malheureusement, et encore une fois, malheureusement, le Mouloudia est en train de payer un peu la gestion, sa propre gestion. Et s'il continue comme ça, je ne vois pas du tout comment il pourrait s'en sortir les saisons prochaines. Là aussi, j'aimerais bien poser une question à Abdelnour, qui est mouloudien depuis longtemps. Vous ne pensez pas que le Mouloudia est victime de sa popularité? Sa popularité, non. Le Mouloudia est victime de sa gestion. Vous savez, quand vous êtes passé dans plusieurs clubs, vous avez fait l'USMA, vous avez été entraîneur dans pas mal de... Et tout dernièrement, vous étiez au CRB. Vous avez parlé de stabilité. La première des choses pour qu'un club puisse avoir une bonne assise, c'est d'avoir une stabilité non seulement administrative, financière, technique, et aussi les joueurs. Chaque année, moi ce qui me turlupine un peu, c'est que chaque année, bon, c'est pas propre au Mouloudia, c'est pratiquement la majorité des équipes, on enlève 10-11 joueurs, on ramène 10-11 joueurs. Où est la stabilité? Donc cette année, le Mouloudia, je vous l'avais dit, ils avaient opté pour un recrutement tout azimut, en D2, en D3, mais ça n'a pas payé. Donc, revoir un peu la seule solution qui puisse être une sauvegarde pour la majorité des clubs en Algérie, c'est d'avoir leur propre centre de formation, à l'exemple du Paradou. Peut-être que là, quand on est en train de voir... Ça, c'est pas pour demain. Hein. Oui, exactement. Mais justement, on revient après à la direction technique. Mais ça, normalement, c'est une condition sine qua non pour chaque club, chaque club d'avoir son centre de formation et d'avoir surtout ses formateurs. Abdel, on va parler là aussi, mention spéciale. Je m'excuse, j'ai été parce que c'est très important. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. On en parlera, effectivement. Mention spéciale aussi au Hilal Shalom Laïd, donc aux deux promus, et le RC Lerba, le NC Magra, l'US Biskra et l'AS Ochlef qui ont réalisé quand même une bonne saison, qui se sauvent avec les moyens du bord. On parlait des soucis offensifs. Et on a le Quatuor qui va nous quitter pour la saison prochaine, notamment l'Olympique de Média, le NET du Sendé, le RC Reluzen et le Wydad de Tlemcen. Ces 4 clubs vont jouer en Ligue 2. Tu faire un mot sur ces 4 clubs. Ça reste des clubs, si on parle notamment du Wydad de Tlemcen pour la région de l'Ouest, et avec Reluzen, le NET du Sendé, un club mythique, formateur qui nous quitte, l'Olympique de Médéa, une équipe sympathique qui joue très très bien au football et qui a un beau stade, mais malheureusement qui... Imaginez un instant que l'MCO ait été rétrogradé également. On aurait perdu 3 clubs de l'Ouest. On serait arrêté à Chlef. Exact. L'Oranie aurait eu personne. Sachant que le talent actuellement est plus du côté de l'Ouest, qui est assez... Ça a toujours été. Mais à qui la faute? Je pense en voyant des équipes comme le NAD qui est relégué en division 2, le Wad de Tlemcen, Reluzen aussi, Médéa aussi, qui est une équipe qui a un très beau stade, un très beau public aussi. Je pense, bon, ça c'est la règle du jeu. Quand on ne fait pas un effort durant toute une saison sur tous les plans, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan de la gestion. Ils sont passés par 10 ou 11 défaites consécutives. C'est ce qui les a tués quasiment, malgré un bon retour. Messieurs, on n'a pas vraiment beaucoup de temps, en tout cas aujourd'hui. On passe directement à l'équipe nationale, au volet de l'équipe nationale après ce jingle. Et on va commencer notre équipe, on va parler de l'équipe nationale A, évidemment, avec les 3 matchs qu'a disputé l'équipe algérienne durant ce mois de juin. 3 matchs, 3 victoires. En tout cas, carton plein pour les gars de Djamel Belmadi. Toufiq Qureshi, un mot sur ces 3 matchs. Il y a eu les 2 matchs officiels face à l'Ouganda et la Tanzanie.
et cette victoire de prestige face à l'Iran en match amical. Et pourtant, la sélection algérienne s'est présentée face à l'Iran avec une équipe plutôt très très remaniée en tout cas. Non, moi je pense que c'est pas évident. Après une sortie, je dirais catastrophique de la CAN du Cameroun, une élimination de la Coupe du Monde, donc c'est des joueurs et tout un staff qui sont affectés sur le plan moral. C'est vrai, ils avaient hâte de reprendre la compétition et de rectifier ce qu'il y a lieu à rectifier en termes de résultats et regagner la confiance entre joueurs et staff et aussi pour le public. Je pense que c'est de bon augure pour notre équipe nationale. Les deux matchs officiels qu'on a gagnés, aussi le dernier match avec l'Iran. Donc le coach a exploité, je dirais, une opportunité de mettre certains joueurs qu'il ne connaît pas et de les voir dans une compétition internationale. Je pense que c'est positif sur tous les plans. Et je pense maintenant que l'équipe nationale a repris son chemin pour réaliser de meilleurs résultats. Taufer, justement, vous êtes le DTN par intérim. Justement, c'est assez bizarre. Par intérim, ça fait un moment que vous êtes à ce poste-là. Est-ce que vous échangez avec le sélectionneur national en tant que directeur technique national, justement? Je vais répondre un petit peu à votre question du début. C'est pas étonnant. L'intérim dure depuis un moment déjà. Non, pas du tout. Moi, j'étais recruté en tant que directeur de la formation, au niveau de la DTN. Et après le départ de mes amis Amel Chafer et Benaouda, donc il n'y avait personne au niveau de la DTN, c'est moi qui a assuré l'intérim. Donc vous savez très bien qu'ils ont mis un appel à candidature au niveau du site de la fédération, il y a eu des candidatures. Et mais puis, pas de suite. Ça a coïncidé avec la démission du président. Ah, donc tout va être remis en question. Bon, je ne sais pas, ça c'est le prochain. Ça va être le nouveau président. C'est le nouveau président de son bureau fédéral. Donc c'est pour ça que les choses ont duré. Et sincèrement, moi je suis très pressé de voir la désignation d'un Pourquoi DTN. Vous êtes pressé? Non, je veux me consacrer. Vous savez très bien que je suis un instructeur élite au niveau de la CAF et je suis toujours dans la formation et c'est un créneau que j'aime beaucoup. Donc je veux me consacrer. Quand j'étais recruté pour la formation. Donc je veux me consacrer à la formation que j'ai un peu délaissée ces derniers temps pour s'occuper des différentes équipes nationales. On n'a pas un grand nombre de formateurs CAF en Algérie. On a 4. Donc pour revenir à votre deuxième question, les échanges, il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'il y a la relation entre un entraîneur, un coach national et le DTN, c'est une relation horizontale. Donc c'est beaucoup plus des échanges. Il n'y a pas de relation verticale, si j'ose dire. Donc c'est beaucoup plus, lui, il a un objectif à réaliser en termes de résultats. Et la DTN, c'est beaucoup plus le développement, la formation et les objectifs à moyen et à long terme. Donc il peut y avoir des échanges entre le DTN et l'entraîneur national, mais ça s'arrête là. Si l'entraîneur national a besoin de toute la DTN pour l'aider dans sa tâche, la DTN est à sa disposition, mais il n'y a pas de relation hiérarchique entre coach national et DTN. Très ça, c'est la FIFA qui le détermine. Hein. Exactement. Et on va passer à l'équipe nationale U18 qui se prépare pour les Jeux méditerranéens. On aurait aimé avoir plus de temps pour parler de l'équipe nationale A, mais le temps presse. Sarah Delbel qui vient de nous rejoindre. Sarah, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à vous tous et bonsoir à nos téléspectateurs. Et l'équipe, je le disais, l'équipe nationale U18 qui représentera l'Algérie lors de ces Jeux méditerranéens. Il y a eu aujourd'hui notamment une conférence de presse du sélectionneur national Mourad Salatni et une zone mixte des joueurs. Parlez-nous un petit peu du programme. Avant de parler de la conférence de presse et de la zone mixte d'ailleurs la zone mixte a eu lieu à l'intérieur de la salle à cause de la chaleur. Donc les 4 joueurs ont fait une conférence de presse avec les journalistes. Et avant de parler de tout cela, on va d'abord parler de cette liste des joueurs convoqués par Mourad Salatni, le sélectionneur des U18. On va la voir dans quelques instants. On a le DTN avec nous, donc on va profiter pour poser ces questions. On retrouve sur cette liste 7 joueurs étrangers. 4 joueurs de l'Académie FAF, 3 joueurs de l'USMA, 3 joueurs du PAC, 1 joueur de la JSK. Donc en tant que DTN, comment évaluez-vous cette liste des joueurs convoqués par Mourad Salatni? Donc tout d'abord, ce n'est pas 7 joueurs étrangers,
c'est des Algériens qui évoluent à l'étranger. Binationaux. C'est des binationaux. Sinon, ils ne vont pas se retrouver à l'équipe nationale. Ils ne sont pas des étrangers. C'est des binationaux. Voilà. C'est des binationaux, c'est des joueurs qui ont le droit, au même titre que les joueurs qui évoluent en Algérie, de participer, de faire partie de notre équipe nationale. Donc, au niveau des équipes nationales, on est obligé de prendre les meilleurs. Donc, les meilleurs, vous savez très bien que ce soit en Europe, je ne vais pas dire en France, en Europe, la prise en charge sur le plan en termes d'entraînement, au niveau des jeunes catégories, elle est nettement meilleure que celle qui existe en Algérie. Donc, pratiquement, c'est des joueurs, comme vous l'avez si bien signalé tout à l'heure, il y a des joueurs, 5 joueurs de l'académie de la FAV, d'autres du Parado, et d'autres 7 joueurs qui évoluent à... Donc, c'est des joueurs, si on voit ce nombre de joueurs importants qui ont l'équipe nationale, qui ont gagné leur place au niveau de cette équipe, donc c'est des joueurs qui ont eu un meilleur contenu d'entraînement, une meilleure prise en charge. Donc c'est eux qui ont émergé et qui ont gagné leur place au niveau de l'équipe nationale. Donc c'est clair comme l'eau de roche. Hein. Très bien. Vous étiez entraîneur aussi, Monsieur Laribi. Donc parlez-nous de cette liste. Que pensez-vous de la liste de Morad Slatni? Surtout qu'il y a des joueurs qui ont déjà participé au tournoi UNAF, donc on les a déjà vus jouer ici en Algérie. Vous savez, en tant que sélectionneur, il faut d'abord choisir les meilleurs. Quand on sélectionne, on choisit. Quand on choisit, on élimine. Ce qui fait que tout sélectionneur dans le monde espère avoir les meilleurs joueurs sous sa coupe. Maintenant, moi, ce que je crains pour Morad Slatni, pour répondre à votre question, c'est que d'abord, c'est un sélectionneur qui n'a pas eu assez de temps pour composer ce 11 au niveau des U18, parce qu'à chaque fois, il parle d'évaluation des joueurs. Alors que je pense que pour ce tournoi des Jeux méditerranéens, moi, il me semble à mes yeux que l'équipe U18 n'est pas encore prête sur le plan de la compétition. Je crains beaucoup plus cet aspect parce que c'est très déterminant. Donc, il me semble qu'on pourra se tirer d'affaire, Inch'Allah. Ahmed, on va écouter le sélectionneur Morad Slatni lors de la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui. معروف بحبوا كرة القدم، معروفوا الفنيات، معروفوا اللعب الجميل. ان شاء الله احنا نكونوا على هوتور ونعطيو كما نقول لك توت لا ليبرتي للاعبين باش يلعبوا بكل الامكانيات تاعهم بالخبره الصغيره تاعنا في الميادين. ان شاء الله سي ان ماتش دو فوتبول وما نزيدوش ندير لهم خصم اللي هو الاستريس وهو فقد الثقه. ان شاء الله حنايا عندنا سيفريا مونك دو في التحضير وكل شيء، ولكن ان شاء الله نعطيهم الامكانيات كما نقول لك بسيكولوجيه ايموسيونيل فيزيك اون فا جيري مع المحضر البدني. Voilà, donc le sélectionneur, il nous parle d'ailleurs de ce tournoi, cette compétition des Jeux méditerranéens. Il parle aussi du stress et de la condition physique il parle des préparateurs physiques qui devront gérer la fatigue et le stress des... On rappelle juste, Sarah, que l'Algérie affrontera l'Espagne. On va rappeler les groupes en donnant le programme tout à l'heure. La France et le Maroc. Ouais, c'est pas des équipes faciles à jouer d'une manière générale. Mais enfin, c'est vrai, Morad il s'inquiète un peu sur d'abord l'état physique des joueurs. Il ne faut pas oublier que Taufer tout à l'heure l'a dit, la prise en charge des jeunes à l'étranger, en Europe principalement, est beaucoup plus développée que la nôtre. Bon, maintenant, Morad connaît déjà les tenants et les aboutissants de tout son effectif. Maintenant, est-ce qu'on est prêt pour faire face à ces... D'ailleurs, on va les jouer, c'est obligatoire. Mais est-ce qu'on a toutes les armes nécessaires pour pouvoir au moins nous qualifier D'ailleurs, dans son objectif, je crois qu'il avait... Il vise les demi-finales. Oui. Ça va être très difficile, mais souhaitant quand même qu'il puisse réussir sa mission. D'ailleurs, cette même équipe a disputé hier un match amical face au Shabab Riyadi de Belouizdad, et un match qui s'est terminé sur un score de parité, un but partout. On écoute le sélectionneur national. تعادلنا 1-1. احنا ما كناش نحوسوا على النتيجه لان احنا دخلنا يوم الثلاثاء، يوم الخميس التحقوا بنا 6 لاعبين كانوا لو 16 كانوا امتحانات البكالوريا، ما قدرناش نلعبوهم في اول يوم تدريب وهما حبسوا ديجا صافي 25 جور. كنا عاطينهم برنامج
مع المحاضرة البدنية برنامج عمل ما يقدرش يكون كما يكون يتدرب في المجموعة كما يتدرب وحده مع الامتحانات مع كل شيء. نرجع لك المقابلة. أنا نظن في الشوط الثاني بغض النظر عن النتيجة 1-1 ما كناش نبحثوا عن النتيجة ماشي توجور صافي توجور بليزير كي تربح ماتش احنا متعودين وتربح تفرح. دونك حنا في الوطن نعلموهم لا كولتور تاع الربح ولكن الاداء كان تحسن بكثير في الشوط الثاني وكان لاعبين الخطوه الاولى وين يلعبوا مع بعضهم وحنا كطاقم كنا جد سعداء كي غير تلمت المجموعه. Donc, Monsieur Koyoshi, vous étiez sur place, vous avez vu notre équipe jouer face au CRB. Donc, que pensez-vous? Comment évaluez-vous le niveau de nos jeunes avant CJM? Non, sincèrement, sur le plan individuel, il y a de très bons joueurs au niveau de cette équipe nationale. C'est vrai qu'on ne peut pas se comparer aux joueurs de l'équipe nationale espagnole ou de l'équipe nationale française. C'est un autre monde, mais il y a un coup à jouer, je dirais qu'il y a un coup à jouer, mais j'ai constaté hier il y avait un manque de cohésion et le coach national Mourad Salatni il est conscient de ce problème parce que les joueurs ils viennent juste de sortir d'une fin de saison et d'une période d'examen, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui ont perdu un petit peu leur repère et il ne faut pas oublier qu'on a joué contre une très belle équipe du CRB. Quand on dit une équipe du CRB, donc c'est une équipe qui joue ensemble depuis une année, une saison sportive. Tandis que, contrairement aux joueurs de l'équipe nationale, c'est la majorité des joueurs qui viennent un peu de partout. Donc je pense d'ici les JM qui vont commencer le 26, je pense qu'ils vont retrouver leur repère et ils seront à la hauteur durant ces JM. Espérons plus de cohésion. D'ailleurs, on va écouter nos jeunes joueurs. نكونوا جروب ديجا عندنا بزاف عندنا صافي ايناني وحنا نحضروا لهذه الدوره وان شاء الله حنا نديروا اللي علينا مع منتخبات كبار راح نحاولوا نشرفوا الجزائر ونروحوا بعيد ان شاء الله. L'objectif c'est de gagner ce tournoi Inch'Allah, on n'est pas venu ici pour faire figuration. Donc on va tout donner sur ces 3 premiers matchs de poule et après Inch'Allah se qualifier. دي باسكو ديجا رانا لعبنا كيف مع اصحابنا اللي جايين من الخارج لعبنا معهم ايدي ساتس ما عندنا تجربه معهم مليحه ان شاء الله تكون ان بون جروب ان شاء الله يا رب. Donc voilà. Juste pour la précision, c'est une équipe qui s'est déplacée en Espagne et qui ont battu l'équipe de Valence. Donc quand on parle de la formation au niveau de l'Europe, donc quand même on a fait face à une équipe de Valence. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, comme vous l'avez dit. Exactement. Très bien, on termine, Saïd, avec le programme de ce tournoi de football. Il faut savoir qu'il y a 2 groupes. Donc l'Algérie est dans le groupe A avec l'Espagne, le tenant du titre, le Maroc, puis la France. Dans le groupe B, on retrouve l'Italie, la Grèce, la Turquie et le Portugal pour ce qui est du programme. Donc la première journée aura lieu le 26 juin. Donc le premier match Algérie-Espagne sera à partir de 17h, France-Maroc à partir de 20h. Dans le groupe B, Italie-Portugal 20h, Grèce-Turquie 20h. La deuxième journée mardi 28 juin, Algérie-Maroc à 17h. Espagne-France à 20h, le groupe B, Portugal-Turquie à 20h, Italie-Grèce à 20h également. Et la dernière journée, donc Algérie-France, Maroc-Espagne, tous les 2 matchs se disputeront à 20h. Dans le groupe B, Portugal-Grèce, Turquie-Italie, 17h pour la Grèce et 20h pour l'Italie. Les demi-finales, Saïd, auront lieu le... بالموازاة مع تقديم طلب اللجوء إلى السلطات الإسبانية بدأت الاتصالات بين أعضاء المنظمة الإرهابية رشاد والإرهابي محمد بن حليمة لاستغلاله، حيث وقع اتفاق بين الإرهابي محمد العربي زيطوط والإرهابي الموقوف محمد بن عبد الله لتبدأ أولى فصول الخيانة. من بين لي فيديو هذوك اللي قال لي ديرهم قال لي دير باللي فيديو كون زعما اونكا نخرج ولا شغل نحكي لكم على زيطوط ولا كاش ما نجبد الخبايا تاع زيطوط ولا عرفوا بلي عذبوني ولا ضربوني ولا قالوا لي قول ولا هذا الفيديو هو اللي قاعد يركز عليه اسماعيل زيطوط بزاف كي لحقوه فرح
قال لي ايوا هذا هو اللي كنت نحوس عليه. قال لي هاد الفيديوهات انا نخبيهم عندي. قال لي اونكا كش ما يصرا ولا يهبطوك، قال لي نخرج انا هاد الفيديوهات على اساس كيما نقولوا ضربوك وعذبوك وقالوا له قول. وهما على بالهم بلي انا نعرف عليهم صوالح بزاف، وعلى بالي قاضب عليهم دي بروف تاع خيانه. رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة ضمن سلسلة الروبورتاجات الليلة عند الساعة 9 على القناة الإخبارية والشبابية وكانال الجيري، وفي 49 على القناة الأولى. L'Akhdar Belloumi, l'ancien meneur de jeu de l'équipe algérienne, notamment dans les années 80. Et on se rappelle que l'Akhdar Belloumi avait remporté le Ballon d'Or africain. Et on vous propose justement dans ce document de voir la remise de ce trophée qui a eu lieu le 26 avril 1982. Et le directeur, en tout cas, le directeur plutôt de l'époque de France Football, le magazine France Football, Jacques Fernand, s'était déplacé à Alger pour rencontrer Belloumi et ses coéquipiers. C'était à l'hôtel du stade, l'hôtel du 5 juillet en tout cas, et c'était au lendemain du match Algérie-Pérou pour remettre ce ballon d'or africain à l'Akhdar Belloumi. On vous laisse suivre ce document avec notre journaliste, évidemment, le regretté Habib Ben Ali. On va vous laisser plutôt voir ces images et on va. La camique. لأول مرة في تاريخ كرة القدم الجزائرية يحصل لاعب جزائري في كرة القدم على الكأس الذهبية اللي أنشئت منذ 20 سنة وتفضلت بها المجموعة نتاع الصحافة الإفريقية والأوروبية. الأخضر بلومي كان تسلم الكأس منذ دقائق، راح يعطينا انطباعه حول هذه نقول المناسبة الطيبة. يعني الكلمة الأولى اللي نقولها يعني هذه الكرة الذهبية هو يعني ثمر تاع كل الفريق الوطني، ونهديها يعني كل الشعب الجزائري اللي شجعنا من بداية تاع تصفيات كأس العالم. كذلك ما ننساش اللاعبين يعني هم كذلك يعني على خاطر اللاعبين تحصلت هذه الكرة الذهبية، وهذه الخدمة اللي يبذلها كل لاعبين في الملعب طبعا، وكذلك المسؤولين يعني المدربين اللي جازوا كاع يعني كما روكوف ومام رايكوف يعني كله معوش سي سعدان وخالف مخلوفي كاع اللي جازوا يعني هذه يعني بفضل نتاعهم اللي يعني توصل ايوه بفضلهم يعني، وخاصة بفضل اللاعبين يعني اللي كانوا بذلوا يعني مجهودات كثيرة مع يعني في السنوات يعني ما حبسناش يعني كل اللاعبين اللي لعبوا يعني في هذه السنوات هما بذلوا مجهود معايا، يعني نظن نهديه لهم هما فاني يعني كيما ديتها هنا يعني هما فاني لهم. قندوز هو الآخر كان شارك وكان عميد الفريق البارح. قندوز أعطينا انطباعك حول الكأس الذهبية اللي حصل عليها زميلك بلومي وانطباعك حول المقابلة تاع أمس. اولا يعني بما يخص الكاس الكره الذهبيه يعني هذه يستاهل بالكاس ولا بالكره، لانه يعني تعب باش جاب الكره، ونظن نعاونوه بزاف صحابه طبيعي عاونوه بزاف ويستاهل يعني. نتمنى لك انت. Vous avez suivi ce document exclusif, en tout cas inédit, sans commentaire. Sans commentaire, exactement, justement, avec, ça nous fait plaisir justement de voir ces belles images. Et justement, on a une petite surprise pour vous, messieurs, puisqu'on a avec nous en direct l'Akhdar Belloumi qui est au téléphone. L'Akhdar, est-ce que vous m'entendez en tout cas? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, un petit problème de son. Là, on vous entend très très bien. L'Akhdar Belloumi, merci d'être avec nous. Bonsoir une nouvelle fois. Ça vous fait quoi de revoir ces images, l'Akhdar Belloumi? Je viens de le dire, hein, c'est un document inédit. Hein. Je ne l'ai jamais vu, c'est la première fois, sincèrement. Mais je vous remercie pour cela.
Et c'est vrai, c'est ce que j'ai déclaré là, c'est vrai, c'était surtout c'était le fruit de la réforme 76, 70, la réforme sportive. C'est ça, c'est le fruit. Et comme j'ai dit encore, c'était mes amis aussi à côté, à droite, à gauche, tu vois, c'était le groupe, comment dire. Justement, Al-Khdar Belloumi, vous êtes le premier Algérien en tout cas à recevoir, avoir remporté ce ballon d'or africain, ce titre honorifique qui récompense évidemment les meilleurs joueurs sur le continent africain. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de remporter ce trophée, au moment justement là de le recevoir lors de cette petite cérémonie organisée à l'hôtel du 5 juillet, et c'était au lendemain du match Algérie-Pérou pour le compte de la préparation au mondial 1982. C'est vrai, ce qu'on déclarait mes amis, mes collègues, quoi, les joueurs, les Gueddou, les Madjer, tous les gens. C'est vrai, j'étais vraiment en super forme pendant toute la réforme, c'est-à-dire pendant 76, j'étais cadet junior, tu vois. Après l'équipe A, senior, fin 78, j'avais presque 20 ans, donc j'ai travaillé pendant 3 ans. J'ai eu le ballon, bon, surtout pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, là, j'ai marqué presque une dizaine de buts, donc j'étais en super forme. C'était, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était le fruit de la réforme. On a bien travaillé pendant la réforme et le fruit a commencé à partir de 80, disons, à Split, même avant. Donc voilà, on a eu le premier ballon d'or pour l'Algérie, et surtout à l'époque, on n'avait pas de moyens. Moi, personnellement, je jouais sur le TUF à Mascara, pas mal de choses, mais il restera dans l'analyse du football algérien. Et on aura une petite question pour vous de la part de Abdelnour Kawa. Abdelnour, vous pouvez lui poser la question. Al-Khdar, bonsoir. C'est très agréable de t'avoir au téléphone, ça fait longtemps. J'ai pas eu de chance de jouer avec vous, l'MCA. Justement, ma question, bon, tu as joué à Mascara, tu as joué au MCO et tu as joué au Mouloudia d'Alger. Il ne faut pas oublier, j'ai fait 2 ans au service national avec le Mouloudia d'Alger, inoubliable, sincèrement. Surtout jouer dans le théâtre, là, sur le théâtre plutôt, Bolloré, vraiment c'est quelque chose, hein, sincèrement. Et au niveau du Mouloudia, quel a été ton meilleur souvenir? Pratiquement les 2 saisons, surtout quand je suis venu au Mouloudia, j'avais Bouy, j'avais Mahiouz, j'avais Zenir, j'avais surtout Mahiouz, sincèrement. 2 ans, quand je trouve personne. Intime avec Bouzid, oui. Même à domicile, Meskin, on dit enfin. Mon ami, c'était mon ami, quoi. Oui, c'est vrai. Parce que je t'ai posé cette question parce que beaucoup de jeunes du Mouloudia ne savent pas que tu as joué au Mouloudia d'Alger. Donc c'est juste pour leur rappeler. C'est normal, c'est la jeunesse, la génération 2000, elle est belle, c'est sûr, ils ne connaissent pas l'histoire. Mais en tous les cas, une chose est sérieuse, j'ai passé 2 ans vraiment au top niveau, quoi. On va finir avec cette question, Al-Khdar Belloumi. C'est un plaisir. On espère vous avoir la saison prochaine avec nous sur ce plateau. Inch'Allah, on vous invite. Inch'Allah. Dernière question. Un petit mot, il y aura les Jeux méditerranéens. Ça sera dans quelques jours et ça sera à Oran et notamment à Sig. Il y aura les matchs de l'équipe algérienne. On vient d'en parler, de l'équipe nationale U18. Un petit mot sur ces Jeux méditerranéens et un appel peut-être à lancer aux jeunes de la région, à la population locale, notamment la wilaya de Mascara, pour venir soutenir cette jeune équipe algérienne et montrer justement toute l'hospitalité de la population locale en prévision de ces Jeux. Oui, une question très importante, hein, surtout pour le peuple algérien, pour les sportifs, bien sûr, tous les sportifs. Il faut qu'ils fassent d'efforts, beaucoup d'efforts pour assister aux Jeux, là. Je ne sais pas, à Sig, à Oran ou bien dans une autre ville, parce que c'est très important le jeu. Il faut qu'il y ait beaucoup de spectateurs présents là. C'est très important pour les joueurs
Surtout il a 18 ans, donc il a besoin de motivation psychologique, la présence du peuple, des supporters très importante. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Très très bien, merci Lakhdar Belloumi, au revoir et ça nous a fait plaisir, on espère vous revoir très très bientôt. Merci une nouvelle fois Lakhdar. On arrive messieurs à la fin de cette émission, on n'a pas beaucoup de temps, merci une nouvelle fois à Toufiq Qureshi d'être venu, merci d'avoir répondu à notre invitation pour la dernière de la saison. Il n'y a pas de souci, merci à vous de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer surtout sur certains sujets. J'espère que j'ai apporté quelque chose durant cette émission. Merci à vous, merci Ahmed Lalibi. Pour toute la saison, c'est un merci aussi pour tous les matchs qu'on a commentés ensemble, merci à vous. Merci à vous Saïd, et juste pour la petite précision, Lakhdar Belloumi, j'ai joué contre lui avec 3 clubs différents. Lorsqu'il jouait à Mascara, au MCO et au Moulia d'Alger. Dans les petits penchouilles. Mais il a eu... il a eu droit, il en connaît quelque chose. Merci à Sarah Derbel, merci pour toutes vos contributions durant la saison et justement je tenais à vous remercier pour tout l'effort que vous avez notamment réalisé pour cette émission et à toute l'équipe des journalistes aussi. Merci à vous Saïd, espérons qu'on pourra faire mieux la saison prochaine, Inch'Allah. On aura les jeux, c'est pas encore les vacances pour nous, on aura les Jeux méditerranéens bien évidemment. Abdelnour, merci pour toutes vos analyses durant toute cette saison. Ça a été une nouvelle fois une saison. Les 3 points de Kawa. Hein. Les 3 points aujourd'hui, on les a. Voilà, là, il y en aurait eu aujourd'hui. Hein. Effectivement. Merci Abdelnour pour tout. Au revoir et à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, on espère vous revoir très bientôt la saison prochaine. Inch'Allah, merci beaucoup. Un grand merci à toute l'équipe technique, évidemment, à la réalisatrice Amal Ben Batouche, au script, Youssef Issaad, mais aussi à toute l'équipe, je disais, des journalistes, au rédacteur en chef Mokhtar Hammani. Et on vous donne rendez-vous évidemment pour les Jeux méditerranéens. On sera évidemment toujours présent pour vous faire part de toutes les compétitions, en tout cas durant ces Jeux méditerranéens. Un grand merci à tous et on vous dit à la rentrée, Inch'Allah, pour C'est l'heure du foot. Prenez justement du plaisir à voir nos programmes et restez branchés sur Canal Alger. Au revoir.